On revient sur le suicide probable de ce conducteur de TGV. C'était la ligne Paris-Saint-Étienne lancée à pleine vitesse. On était à ce moment-là du côté de la Seine-et-Marne, qui a provoqué le soir du réveillon des retards en cascade. Alors c'est vrai qu'on a en tête les voyageurs qui râlaient, qui l'ont raconté, qui l'ont dit à la télé parce qu'ils sont arrivés très en retard le soir du réveillon. Et ce sont des centaines et des centaines de personnes. Avant que l'on apprenne qu'il s'agissait du suicide d'un conducteur, train lancé à pleine vitesse, et il s'est jeté par la porte de sa traction, de sa locomotive. Homme qui était connu pour ses engagements syndicaux, connu tous pour être un bon collègue de travail, mais qui traversait des difficultés personnelles, qui était dépressif. Et on s'interrogeait avec Frédéric Farah notamment et Zora Biton sur le suivi dans les entreprises des personnes qui sont pas bien psychologiquement, d'autant plus quand elles ont la charge de transport collectif. Bruno Poncet est avec nous, notre cheminot de Vierzon. Bonjour Bruno. Bonjour à vous. Bonjour Bruno. C'est vrai que c'est terrible ce qui s'est passé, c'est un véritable le drame. C'est une première à la SNCF, je crois, hein, ce type de suicide, Bruno. Oui, c'est la première fois que j'en entends parler. Après, des suicides malheureusement de cheminots, il y en a de plus en plus. En 2017, on avait un collègue de Saint-Lazare qui était décédé. Et derrière, nous, à Sudrail, on avait un petit peu pris le dossier en main et on avait recueilli pas mal de témoignages. Et en fait, c'était des années entre 40 et 50 suicides de cheminots et souvent sous le lieu de travail. Donc, c'est malheureusement pas une nouveauté à la SNCF. Mais pourtant, normalement, il y a un suivi psychologique, j'ai entendu dire, à la SNCF. En plus, en ce qui concerne les conducteurs. Disons qu'ils ont une visite médicale hyper poussée qui est très qui est hyper longue et hyper chargée tous les 3 ans. Au-dessus de 50, c'est tous les 2 ans. Et avec évidemment un suivi psy à l'intérieur. Mais bon, après, c'est pas si évident que ça. Par contre, il y a un truc grâce à l'émission, j'ai un collègue qui est conducteur de TGV à Saint-Étienne qui m'avait contacté il y a plusieurs semaines, plusieurs mois même, et qui m'expliquait qu'en fait, à Saint-Étienne, là où travaille le collègue qui malheureusement a sauté du train. En fait, on appelle ça des résidences versées le dépôt, devrait être supprimé parce que pour des réductions de coûts. Et donc, cet endroit où le collègue travaille, son lieu de travail va être supprimé. Donc, ils vont certainement être mutés dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans des dépôts, mais à plusieurs centaines de kilomètres. Parce qu'après, le dépôt de TGV, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Lyon, il y a certainement en bout de ligne, peut-être après sur Paris ou ailleurs. Et donc, quand vous parlez de conditions de travail, on est en plein dedans. En fait, c'est pas uniquement... Alors, il avait des soucis personnels parce qu'il avait un fils autiste. Avec un handicap, mais sauf qu'en fait, il y a aussi ces conditions de travail parce que le collègue, je pense, et c'est un peu... Alors là, il y a une enquête du CHSCT, donc il va falloir un peu attendre avant des conclusions hâtives, mais en fait, le collègue vivait aussi une situation personnelle due au boulot, en fait. Et quand tu te suicides sur ton lieu de travail, c'est parce qu'à un moment donné, c'est en lien avec le travail, c'est rare. C'est très rare. Moi, nous, pour malheureusement, je te dis, avoir dû étudier ça pendant quelques mois, en fait, tu te rends compte souvent que quand la personne est comme un policier qui se met une balle avec son arme de service, en fait, c'est aussi lié au travail, c'est pas uniquement personnel. Oui, mais Bruno, en ce qui concerne cet homme, il racontait sur les réseaux sociaux, justement, d'après ce que l'on sait, il racontait son mal-être, il parlait de ses difficultés. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, à ce moment-là, l'écarter de la conduite pendant un temps, le temps qu'il aille mieux, d'ailleurs, hein, Bruno? Qu'est-ce que tu en penses? Après, si, parce que tu sais, t'as un vrai suivi. Il a son supérieur hiérarchique qui le suit régulièrement. Les collègues, tu sais, la corporation des conducteurs de train, c'est une corporation très soudée, très solidaire. Et en fait, les collègues se parlent entre eux, quand ils se croisent, parce que c'est un métier très solitaire, malheureusement maintenant. Et en fait, je pense que certainement, tout le monde était plus ou moins content de cette situation, mais ils ont dû certainement voir et faire des tests et puis discuter avec lui. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas trouvé qu'il y avait un vrai danger. Le vrai danger, c'est maintenant. C'est qu'à un moment donné, peut-être la période de Noël, plein de choses se fait. Tu sais qu'en fait, nous, on a... Parce que la période de Noël... Non, mais attends, juste, je t'interromps 2 secondes, parce que tu as raison. La période de Noël, c'est une période compliquée pour ceux qui travaillent, et qui travaillent surtout dans des métiers où ils se retrouvent seuls et où tu dois partir à plusieurs centaines de kilomètres. Alors, là, en ce qui concerne cet homme, il y a beaucoup de gens, des millions de personnes qui travaillent à Noël, mais qui plus est, dans une période difficile comme ça, c'est là où c'est important de profiler la personne, parce qu'on sait que ça va le mettre dans une situation encore plus fragile. Bruno, quoi. Ouais, mais c'était fait. Mais tu sais que nous, les cheminots, principalement les cheminots parisiens, tu peux t'expliquer qu'en fait, la période des fêtes, c'est la période où il y a le plus de suicidés sur nos voies. Pour des raisons seulement de désespoir et puis même de tristesse parce que tu es seul chez toi. Hein. Est-ce que tu considères, Bruno, qu'il faudrait 2 personnes au lieu d'un seul conducteur? Avant, il y en avait 2. Avant, on avait des aides conducteurs, on avait plusieurs conducteurs, mais pour des réductions de coûts, en t'expliquant que
C'est la machine, aujourd'hui, le dernier, comme d'habitude, comme d'habitude dans les grandes entreprises, on peut citer Air France aussi, on réduit les coûts là où il ne faut pas. C'est-à-dire on laisse les bureaux des immeubles pleins de cadres et il n'y a qu'un conducteur dans un TGV. Mais c'est pour ça que c'est hyper intéressant ce que tu dis. Il ne faut jamais dissocier l'individuel du collectif. C'est-à-dire que, et ça, c'est un enseignement même de la sociologie dès la fin du 19e siècle. Durkheim écrivait un livre sur le suicide et le montrait très bien. C'est-à-dire que le suicide, c'est pas qu'un acte individuel, ça s'explique, ça s'éclaire et ça se comprend. À certaines périodes de l'année, il y a des tendances où on va voir plus de suicides se faire que d'autres. Et là, on le voit encore à travers ce que nous dit Bruno, c'est très intéressant. La réorganisation de la conduite, la réduction, comment dire, des coûts, la désorganisation des services publics ont aussi des impacts. Et évidemment, c'est la rencontre entre des transformations collectives et un malheur individuel. Et la rencontre des deux donne un drame qui a été individuel et qui aurait pu être aussi plus grand. Parce que Dieu sait si je suis pas syndicaliste, Bruno, si tu me le permets. Mais là franchement, moi, si j'avais eu en charge la SNCF, j'ai connu anciennement un directeur général. Il est évident que quand on réfléchit sérieusement, il faut deux conducteurs. Parce que l'autre conducteur lui aurait dit, je ne sais pas quel était le prénom de Bruno. ce monsieur. Bruno, il s'appelait Bruno. Eh bien, il aurait dit, Bruno, fais pas le con. Oui, mais, outre le fait qu'on peut s'étonner qu'on soit en situation possible d'ouvrir une porte de cabine de conducteur. Mais au-delà du fait que bien sûr, si ils avaient été deux, et d'ailleurs le suicide chez les policiers est tout aussi important, s'ils avaient été deux, la question de fond demeure. C'est-à-dire que comment on peut laisser les gens en situation de détresse? C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, OK, il va se suicider, pas dans le train, donc qui se suicide ailleurs, c'est différent. Mais la question, elle demeure, c'est la santé mentale au travail, la question de la prise en charge, la question des réseaux sociaux et de l'alerte et de l'utilité des réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous découvrez sur les réseaux sociaux quelqu'un en situation de détresse. Quelle est la marge de manœuvre et quelle est la possibilité pour chacun d'entre nous de dire je vais alerter un système qui va être efficace et qui va faire en sorte que cette personne, elle va être prise en charge? Ben, il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas. Vous pouvez être que spectateur de la détresse des gens. Vous pouvez être que observateur et vous n'avez pas de marge de manœuvre, vous n'avez pas d'endroit. Oui, mais c'est important parce qu'à la fin, on dit il s'est suicidé. Ok, il y avait des prémices au travail, il y avait des prémices auprès de ses amis. Il s'en est même épanché sur les réseaux sociaux. On peut le dire pour beaucoup d'adolescents, pour beaucoup de jeunes, etc. Mais ça veut dire que dans une société où tout le monde se vante des réseaux et où tout le monde est spectateur de ce que tout le monde déverse, à la fois le pire comme le meilleur. Je prends en photo mon gâteau, mon verre de champagne, mon t-shirt, etc. Puis à côté de ça, il y a des gens qui déposent des détresses et des choses qui vont pas bien. Qu'est-ce qu'on a, nous? Il est où le bouton pour chaque citoyen d'être solidaire et de se dire, à un moment donné, j'appuie sur le bouton et je me dis, tiens, je vais enclencher une procédure pour cette personne. Quelque part, elle va atterrir dans un endroit où elle va être prise en charge. On va la prendre Regardez en main, les signalements de harcèlement de haine. On a Pharos, etc. On a tout ça. Aujourd'hui, il n'y a pas d'airbag, il n'y a pas d'endroit où même nous, si on a envie d'être solidaire, si on se dit, je fais comment pour signaler cette personne qui va mal? Bruno, justement, il y a des enseignements, il y aura des enseignements à tirer de ce drame. Parce que, est-ce que tu penses, comme le dit Emmanuel de Villiers, que il s'est suicidé, connaissant parfaitement la procédure de sécurité qu'il y avait derrière? Enfin, il fait prendre un sacré risque quand même aux 400 personnes qu'il transporte, Bruno. Non, en fait, évidemment, on peut penser qu'il fait prendre des risques, mais en fait, à partir du moment qu'il a plus la main, ce que vous appelez la vague-main, s'il a plus la main dessus, dès qu'il y a un relâchement, en fait, ça sonne et le train s'arrête. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Alors, la vitesse, évidemment, 200 km/h fait que ça met du temps. Mais en fait, il savait très bien qu'en lâchant le truc, forcément, le train allait s'arrêter. Et comme il n'était pas des vitesses au-dessus, en fait, nous, on a un système ferroviaire qui est tellement sécure qu'en fait, quand tu sors de la procédure, ne serait-ce que d'un millimètre, en fait, tout de suite, tu as des alertes, tu as des boucles de rattrapage. Donc ça ne pouvait pas dérailler, c'est une certitude, ça. Non, ça déraillera jamais en faisant ça. Ça peut dérailler dans d'autres conditions. Tu sais, il y avait un train qui avait déraillé en Espagne parce que le mec roulait trop vite. Quand ça roule trop vite, en fait, si ça roule trop vite, c'est comme ton limitateur de vitesse. Nous, si ça roule trop vite, le train, il va s'arrêter. Il va couper la vitesse parce que tu roules trop vite ou tu roules au-dessus de la vitesse préconisée, en fait. Parce que tout est rentré dedans pour que le... Non, en fait, le collègue, alors aujourd'hui, je te dis, l'enquête, c'est pas fini, donc il va falloir faire attention. Mais en fait, le collègue, il a fait courir aucun risque aux voyageurs. Par contre, évidemment, moi, je suis hyper attristé qu'il ait fait ça parce que en fait, ça démontre une telle détresse. Enfin,
c'est pas un suicide facile en fait. Hein. C'est à un moment donné, tu vois, tu te fous devant le train à 200 km/h, c'est ce qui va t'arriver. Hein. Et te jeter d'un train, c'est vraiment une détresse. Et moi, j'ai vraiment des pensées pour le collègue et sa famille parce que réellement, faut être vraiment une très grande détresse pour faire un geste pareil. Merci Bruno d'avoir été avec nous. Je te dis à demain dans les GG. Merci Bruno. Ciao. Anthony, travailleur social. Bonjour Anthony. Oui, bonjour tout le monde. Vous nous appelez de l'Oise. Ce drame est une première à la SNCF, ce suicide d'un homme que l'on savait dépressif et qui s'en émeuvait d'ailleurs publiquement sur les réseaux sociaux. Anthony, qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, je suis très content de pouvoir parler dans cette émission. Je vous écoute depuis un petit moment maintenant. Merci. Et vous m'accompagnez sur mes chemins pour aller au travail. Donc, merci à vous. Alors, moi, c'est ce que je disais à votre standardiste et à vos collègues. Alors, j'adore toutes vos émissions, j'adore tous vos débats. Je trouve toujours que c'est très riche, c'est très pertinent. On a beaucoup de points de vue différents et c'est toujours très intéressant de vous écouter. Mais là, ce que je disais à vos standardistes, pour moi, il n'y a pas de sujet forcément de débat. Parce que ce que vous avez expliqué, ce qu'on connaît jusqu'à maintenant, c'est que son acte n'est pas motivé par sa condition de travail. Il s'est suicidé, certes, sur son trajet en sautant du train, mais je veux dire, c'est pas motivé. Donc là, on ne peut pas se poser de questions sur, effectivement, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir les conditions de travail, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir la sécurité au train, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir tout ça. Ça reste comme des centaines de personnes qui, malheureusement, se suicident en fête de fin d'année, surtout, puisque c'est une période assez propice pour ça. Je pense, ça reste simplement un drame humain, et ça, c'est normal de le souligner. Ça reste effectivement à se poser la question, et ça, j'ai trouvé ça très bien de votre part, de la part du chroniqueur qui l'a dit, mais j'ai plus le nom. Je trouve ça très bien de souligner le point sur il faut faire attention à nos proches, il faut faire attention à nos collègues, et il faut rester vigilant. Et pour l'avoir vécu aussi sur mon lieu de travail, je trouve ça nécessaire de le dire. Et c'est multifactoriel, sûrement, Anthony. C'est-à-dire qu'il avait ses problèmes personnels avec son fils autiste. Peut-être, comme le disait Bruno Poncet, notre cheminot, que la restructuration, où il travaillait, pesait aussi sur lui, puisqu'il s'en émeuvait publiquement. Donc, c'était aussi un appel à l'aider. Alors, il était peut-être entouré et autres, mais à quel moment dans ces cas-là faut-il prendre complètement la personne en main, en charge, en lui disant il faut qu'on te sorte un peu de tes conditions de là où tu es. C'est là le questionnement qu'on a, Anthony. Peut-être aussi est-il passé à l'acte avec une substance quelconque. Peut-être aussi, on verra. Allez-y Anthony, je vous en prie. Mais dans les conditions, je pense que quels que soient les motifs, d'ailleurs, je pense que personne ne pourra les connaître complètement, puisque monsieur n'est plus là, et monsieur n'a pas laissé apparemment de message pour expliquer son geste, puisqu'il semble en plus que c'est un geste qui semble, selon moi, pas forcément réfléchi. Moi, par exemple, j'ai un ami qui est infirmier en service psychiatrique, qui a l'habitude justement d'accompagner ce genre de personnes qui sont en souffrance, et qui m'expliquait, là où on commence à mettre en place tout un système de surveillance renforcée, c'est quand la personne nous dit que dans son suicide, il souhaite par exemple se pendre. Parce que là, il y a une préparation, c'est terrible ce que je raconte en 26 décembre, mais s'il y a une préparation, c'est une préméditation, c'est là où c'est plus dangereux. Parce que l'acte, le passage à l'acte risque de vraiment arriver. Alors qu'effectivement, une défenestration, comme le monsieur là qui saute sur des rames, c'est un geste qui peut être sur une impulsion. Il y a Robbie Williams, l'acteur, qui disait, qui lui aussi d'ailleurs s'est suicidé, qui disait cette phrase qui est terrible et magnifique à la fois, qui disait le suicide est une réponse permanente à un problème passager. Mais Anthony, si vous le permettez, pardon, je vous interromps parce qu'on a Brice, conducteur de TGV SNCF, qui est avec nous. Bonjour Brice. Oui, bonjour. Bon, j'imagine votre tristesse par rapport à votre collègue, mais est-ce qu'il y a un bon suivi de tous les conducteurs SNCF et TGV, Brice? Dites-moi, un suivi psychologique notamment. Alors, suivi psychologique, si le conducteur en fait la demande, oui, l'entreprise met tout en place. On a des numéros, on a même maintenant des, on va dire, sortes de hotline où entre conducteurs, on peut parler, exprimer ses soucis, ses problèmes. Maintenant, comme disait votre collègue de Vierzon, et mon collègue aussi, on a un suivi médical tous les 3 ans, une visite médicale qui dure la demi-journée où on nous fait toute une batterie de tests. Est-ce que vous pensez que votre collègue, on aurait dû le signaler en attendant d'avoir toutes les données, bien sûr, tous les éléments, mais comme il disait lui-même qu'il n'allait pas bien, que son entourage le voyait, qu'est-ce que vous en pensez? Il dit ça sur un réseau social. Alors, c'est là où le problème, la véracité des propos, même si c'est les nôtres, sur les réseaux sociaux, on sait très bien que TikTok est le premier réseau social où il y a le plus de fake news, et ainsi de suite. Alors, est-ce que c'est
un état des lieux à l'instant T. Est-ce que c'est vraiment... bon, là, l'acte, malheureusement, nous montre, hein, de ce que l'on sait, que c'était sous-jacent et latent. Mais le fait, ne serait-ce que d'en parler, le collègue, peut-être que ça a été signalé, mais on lui a dit ça va. Ben ouais, oui, ça va. Bon, c'est le blues, c'est les fêtes de fin d'année, tout ça. Moi, de ce qu'on a pu discuter un peu, parce que là, je rentre de travailler. Moi, rien que pour l'exemple, hier, je suis parti à 11h. J'ai dormi je suis allé à Paris, je suis revenu à Lyon. J'ai fini à 20h. Je suis reparti ce matin à 5h. Si je veux croiser personne sur ce laps de temps, et j'ai fini à 8h15 à Marseille, si je ne veux croiser personne entre 11h et 8h15, je ne peux croiser personne. Eh oui, je comprends. Donc, merci Brice. Ouais. De rien, et je vous souhaite une bonne journée, de bonnes fêtes de fin d'année. Merci de ce témoignage. Merci à Brice et à Anthony. Et puis on verra ce que donne l'enquête, bien sûr, de la SNCF auprès des collègues, dans son entourage, savoir précisément ce qui a conduit à ce geste terrible de ce conducteur. Et on a appris grâce à ça quel était ce dispositif VACMA de sécurité pour les rames TGV.